Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents. Annick Nzoganga partage son expérience dans un livre. Racisme, dévalorisation, sentiment d'infériorité. Elle aborde toutes ces questions, des questionnements essentiels pour cette mère de trois enfants. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Annick Nzoganga. Bonsoir Fanté. Alors de quel constat vous êtes partie en écrivant ce livre ? Merci de m'accueillir d'abord, c'est très précieux pour moi. Alors le constat, en fait, la réaction, ça a été de me suis octroyé un droit de réponse à un livre qui avait été publié en 2010, écrit par Hugues Lagrange et qui s'appelait Le déni des cultures. Et dans cet écrit, on retrouvait les mêmes discours très dépréciatifs sur la jeunesse afrodescendante, délinquance, problème d'intégration. Et j'ai voulu répondre à ce monsieur en lui disant non, nous ne sommes pas élevés, nous n'avons pas été élevés pour devenir des délinquants, nous n'élevons pas nos enfants pour devenir des délinquants, mais la société française qui reste structurellement négrophobe a des problèmes pour inclure nos enfants. Alors pour vous, ce qui est fondamental, c'est de lutter contre la détestation de soi, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que à travers ce livre, bon, j'ai remis en question l'environnement structurel dans lequel on vit, qui a pour origine le passé compliqué qu'on a eu, l'esclavage, la colonisation, etc. On retrouve pas mal de stigmates dont on subit encore les conséquences des deux côtés. Mais c'est vrai que mon travail à moi, c'est de travailler contre la détestation de soi. Déjà, commencer à faire le travail en soi-même, sans attendre que l'autre en face le fasse. Alors vous êtes née au Congo-Brazzaville, vous expliquez dans votre livre que vous-même, étant petite, même en Afrique, vous chantiez des comptines où finalement vous faisiez l'éloge de la couleur blanche au détriment de la couleur noire. Racontez-nous cet épisode. Oui, alors ça c'est effectivement dans ce livre, je fais allusion au fait que malheureusement, de notre contact avec les Blancs, nous continuons à garder un certain nombre de préjugés sur notre propre couleur. Et quand j'étais petite à Brazzaville, quand on courait dans les rues du quartier et qu'on voyait des oiseaux blancs passer dans le ciel, on chantait une comptine qui était Pesangai Pembe Kamata Moindo. Donc ça c'est des chansons et en fait ça voulait dire prends ma noirceur et donne-moi la blancheur. Et pour nous on était exaucés quand on avait des petites taches blanches sur nos ongles. On pensait que c'était en relation avec ça. Mais je pense que cette comptine était quand même symptomatique du problème qu'on continue à cultiver dans nos cultures. Pourtant, vos parents ont toujours veillé à valoriser votre teint ébène. Oui, Comment ? tout à fait. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents très précieux qui étaient très fiers de leur identité. Et moi, en tant que petite fille, quand mon papa avait un discours très positif sur mon teint, c'est des choses que j'ai portées, j'ai gardées tout le temps. Moi, on me complimentait en me disant que ma peau était moyindo yangolo. C'est qui, dans notre langue, c'est un noir d'ébène qui a une brillance particulière et très jolie. Alors pourquoi, selon vous, le noir reste constamment dévalorisé dans l'imaginaire collectif ? Le noir est dévalorisé parce que l'Afrique n'est pas encore restaurée. Donc tant que l'Afrique ne sera pas restaurée, le noir restera dévalorisé. Et c'est pour ça que j'invite vraiment individuellement chaque personne à travailler ce problème identitaire. Parce que si déjà individuellement on change, les choses changeront aussi pour notre continent. Et quand notre continent... Qu'entendez-vous par restaurer, que l'Afrique soit restaurée? Qu'entendez-vous restaurer dans son histoire, dans sa valeur, dans sa culture, dans ses langues. Et cette réflexion que j'ai entamée donc en 2010, c'est la période à laquelle j'ai commencé à écrire ce livre, en fait, elle est tout à fait d'actualité parce que l'ONU, dans sa résolution 68-237, a proclamé la décennie des populations des populations d'ascendance africaine. Et dans la résolution, on retrouve exactement les problématiques que j'ai soulevées dans mon livre, le dénigrement des Noirs, la dévalorisation de leur histoire, de leur culture, la discrimination. Alors, ces questionnements ont aussi traversé vos trois filles, Aïda, Sigrid et Lorelai. Alors, la première est noire, les deux dernières sont métisses. Alors, pour toutes les trois, elles ont remis en cause leur noirceur. Donnez-nous quelques exemples. Oui, je l'explique dans mon livre. Vivre dans un environnement sous domination blanche, où la beauté est blanche, à la télé, dans les médias, etc., c'est très fragilisant pour un enfant noir ou métis, parce qu'il ne se retrouve pas dans cette image de la beauté. Et petites, elles ont tendance comme tous les enfants, à s'identifier au modèle dominant. Et le modèle dominant est blanc. Et elles s'identifient et elles intègrent aussi les préjugés négrophobes de ce modèle dominant. Donc elles ont tendance à dévaloriser leur... Alors justement, vous vous définissez comme négro-africaine. Que recouvre
ce terme pour vous? Alors, c'est un terme qui recouvre en fait mon identité qui est double, et en tout cas multiple aussi. Je suis née en Afrique et j'ai grandi en Europe, donc forcément, je suis un mix des deux. Et quand vous définissez vos filles alors, en face? Je les laisse se définir elles-mêmes, mais moi, ce que je veux leur transmettre, c'est le respect et l'amour de ces identités multiples que nous, leurs parents, leur famille, nous leur donnons. Un enfant qui a des problèmes avec une partie de son identité est comme une chaise bancale et aura des failles et aura beaucoup de difficultés à assumer les difficultés de la vie. Alors vous traitez assez longuement de la responsabilité de l'école dans votre livre. Alors vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans. C'est à 18 ans que vous vous appropriez l'histoire des civilisations noires. Que reprochez-vous aux enseignements dispensés en France? Alors justement, moi, quand je suis arrivée donc à 7 ans, j'ai fait mes études, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Mais quand j'ai eu l'âge de 18 ans, c'était l'année du bac où on avait beaucoup de choses à apprendre. Un soir, je me suis dit, ah mais c'est vrai, mais les Blancs, ils sont supérieurs avec tout ce qu'ils ont fait. Et ça a été pour moi comme un électrochoc. Et j'ai refusé cette idée. Je me suis dit, il n'y a aucune raison de croire que les Blancs sont supérieurs à nous. Et ça a été pour moi le moment où j'ai commencé à faire mon travail de recherche pour rééquilibrer les choses. Et c'est à partir de ce moment-là que je puis dire que ma construction identitaire s'est faite dans le sens du refus systématique de tous les discours qui pouvaient aboutir à la dévalorisation de ce que je représentais, de la sphère civilisationnelle dont je suis issue. Et comment arrivez-vous à pallier ce manque auprès de vos filles? Vous faites des cours en dehors de l'école? Ah oui, tout à fait. Mes petites, elles sont très sensibilisées à l'histoire de l'Afrique. Je leur en parle. L'Afrique, elle est partout. On n'en parle pas, elle est dévalorisée, mais c'est comme le nez, il est au milieu de la figure, on ne le voit pas, mais pourtant elle est là. L'Afrique est partout, dans les civilisations occidentales, les pyramides égyptiennes, on voit la pyramide du Louvre, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique, c'est le Soudan, c'est la Nubie, ce sont ces pays-là, ce sont les premières civilisations babyloniennes qui étaient des civilisations noires. Et vous évoquez aussi dans votre livre le racisme, la difficulté pour le parent blanc de se saisir de cette réalité nauséabonde. À quoi vous avez été confronté avec votre conjoint Alors pas seulement avec mon conjoint, c'est aussi des expériences de tierces personnes qui se sont ouvertes à moi et qui, quand elles ont lu mon livre, m'ont dit « Annick, tu dis vrai, ce que tu dis est vrai ». Et effectivement, avec ce passé très compliqué que nous avons et ce présent qui est toujours pas dépoussiéré ou défariné, si vous me permettez l'expression, on continue à avoir des relations qui sont pas toujours très saines. On est dans une relation déséquilibrée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Où l'un a tendance à penser qu'il est supérieur à l'autre, qu'il est mieux que l'autre. Même dans un couple? Même dans un couple, et même s'il y a de l'amour entre les personnes, on peut se poser la question de savoir si l'amour ne dépasse pas toutes ces difficultés. Force est de constater que ce n'est pas le cas, surtout quand il y a une séparation du couple. Et quand il y a une séparation du couple, là, les masques tombent et certaines vérités profondément ancrées ressurgissent. Et ce sont des préjugés racistes qui ne sont pas jolis. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Élever des enfants noirs métis chez les Blancs », conseil aux parents. Annick Nzoganga, merci d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.